Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinar. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on se donne rendez-vous maintenant tous les mois pour parler de sujets de Customer Success. Voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de scores de santé et des bonnes pratiques autour des scores de santé dans un contexte SaaS B2B. Avant de commencer et le temps que tout le monde nous rejoigne, quelques informations. On est ensemble pour à peu près 45 minutes. Vous avez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Il y a un chat que vous pouvez utiliser, mais juste à côté du chat, c'est un petit module questions qui potentiellement est plus pratique pour arriver à voir les questions de tout le monde. Des fois, il y a beaucoup de questions, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend un peu des sessions, donc ça dépendra de vous. En tout cas, l'objectif, c'est de faire de ce webinaire un événement qui soit interactif, pas que uniquement descendant. Donc, en tout cas, s'il y a des questions, j'essaierai de les prendre à la fin de chaque partie dans le webinaire. Donc voilà, peut-être juste pour confirmation, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez correctement, si l'image est OK, le son est OK, juste pour confirmation. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Merci pour le retour. Écoutez, je vous propose de démarrer sans attendre et donc de vous présenter l'ordre du jour pour ce webinaire. Donc, quatre grandes parties, ou en tout cas quatre sujets qui vont être adressés. La première partie, l'idée, ça va être de vous expliquer, de vous présenter les deux principales approches en matière de score de santé. Voilà. On vous présentera aussi nos partis pris par rapport à ces différentes approches, etc. Deuxième partie, remettre en exergue les challenges qui sont liés à la mise en place d'un score de santé. Et évidemment, comment est-ce que on peut adresser ces challenges de façon efficace lorsqu'on veut mettre en place un score de santé. On parlera évidemment des critères qui sont réellement pertinents à prendre en compte quand on met en place un score de santé. Et comme on le disait un peu dans notre message de présentation, notre teaser, aussi repérer les fausses bonnes idées. Et il y en a quelques-unes en matière de score de santé. Et puis, on parlera un petit peu d'IA, évidemment, puisque pour ceux qui nous connaissent, ça fait partie de l'ADN de Scaling, de manière générale et sur le score de santé en particulier. Donc, je vous parlerai évidemment un petit peu de ça. Ce ne sera pas une partie dédiée, ce sera plus en fait un peu un conducteur finalement dans cette présentation. Simplement, je sais qu'il y a des gens qui nous connaissent ici, qui ont déjà assisté à des webinars, d'autres pas. Donc, pour simplement se présenter en quelques mots et vous dire qui on est chez Scaling. Donc, Scaling, c'est ce qu'on appelle une Customer Success Platform. Et donc, une Customer Success Platform, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de CRM, donc un outil de gestion de la relation client, mais qui est vraiment dédié à la partie après-vente, c'est-à-dire une fois que le client est signé, pour gérer tout le cycle de vie, c'est-à-dire l'onboarding, le suivi des clients, jusqu'au renouvellement des contrats. Donc nous, on est vraiment sur cette partie-là. Là où des CRM plus classiques, entre guillemets, type HubSpot, Salesforce, eux sont très positionnés historiquement, et j'allais dire par ADN, sur l'avant-vente, plutôt sur les fonctions marketing et commerciales. Voilà, et la petite subtilité qu'on a quand on est en Customer Success et qu'on est en SaaS B2B, c'est notamment qu'on a besoin d'avoir accès à différents types d'informations et pas uniquement des meetings, des comptes rendus de réunion et ce genre de choses, mais on a besoin d'avoir une visibilité sur ce que nos clients font, les usages qu'ils ont de notre plateforme. On a besoin d'avoir une vision sur les tickets qu'ils ont ouverts. On a besoin d'avoir une vision sur tout ça. Et aujourd'hui, ça, un CRM classique ne le permet pas. Et donc, nous, c'est ce qu'on permet en connectant les différents outils pour avoir une vision 360 des clients. Ça, c'est le premier point. Promis, j'irai plus vite sur les deux suivants. La deuxième chose, c'est que on va permettre, bien sûr, de mettre en place un score de santé sur notre plateforme.
L'idée, c'est pas de parler exclusivement de ce qu'on fait, nous, chez Scaling, sur le score de santé, mais que vous partiez finalement avec des inputs et que vous choisissiez si finalement, à la fin de la discussion, vous dites OK, j'aime l'approche ou non, j'aime pas l'approche. Mais en tout cas, vous montrez quels sont nos partis pris par rapport à ça. Et la troisième brique dans une plateforme de Customer Success, c'est toute la partie activation derrière, c'est-à-dire, OK, c'est très bien d'avoir tous mes signaux qui rentrent, c'est très bien de rendre la donnée intelligente grâce à du scoring. Comment est-ce que je rends cette donnée activable? Comment est-ce que je fais en sorte de faciliter le travail des Customer Success pour qu'ils puissent prendre des actions derrière? Donc voilà globalement sur ce qu'on fait, nous, chez Scaling. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez nous situer. Si on rentre directement dans le sujet. Je vous disais qu'il y avait 2 principales approches en matière de score de santé. Je vais essayer de vous expliquer ces approches-là et après on verra du coup les avantages et les inconvénients de ces différentes approches. C'est nous qui leur avons donné ces noms-là, mais en gros, il y a une approche déterministe qui s'oppose à une approche plutôt algorithmique. Je vais vous donner un peu les définitions, voilà déjà pour qu'on soit au clair sur les termes utilisés. L'approche déterministe, c'est ce que, en réalité, vous connaissez le plus souvent, pour ceux d'entre vous qui ont mis en place, des scores de santé, c'est je définis des règles de gestion, OK, des règles métiers, qui font que mes clients, en gros, gagnent des points ou perdent des points. Voilà, mon client a mis, X temps à faire son onboarding, ça fait, gagner, perdre des points. Il ouvre des tickets au support, ça fait gagner, perdre des points, et cetera. Et donc, je vais comme ça avoir des fois, ce qu'on appelle des arbres de décision. Mais en gros, ça va être un enchaînement de règles métiers où vous définissez ce qui fait que votre client gagne ou perd des points. Donc ça, c'est l'approche déterministe. Et à ça, s'oppose, on peut dire ça comme ça, une approche qui est algorithmique, qui consiste à dire, c'est pas à vous de déterminer toutes les règles métiers, et cetera. Je reviendrai sur ça et le pourquoi c'est pas forcément toujours à vous de faire ça. C'est un algorithme qui analyse, c'est des IA, des algos, qui analysent vos données, qui brassent vos données, pour identifier automatiquement quels sont les clients à risque. Donc, premier cas, je définis mes propres règles, c'est le déterministe. Je détermine quelles sont les règles qui font qu'on gagne ou qu'on perd des points concrètement. Et la deuxième approche, algorithmique, c'est un algo, une IA qui va analyser tout un tas de sets de données pour identifier la santé de vos clients. Juste avant de rentrer du coup dans les différentes approches, les avantages et les inconvénients, moi ce que je voulais faire, c'était vous poser quelques questions et notamment une première question sur l'impact du NPS sur le churn. Donc je vais euh, publier un sondage. Je pense que vous le voyez tous. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude de poser des sondages dans Livestorm. En général, on le fait pas. Mais normalement, vous voyez tous une petite fenêtre devant vous. Et en gros, la question, c'est quel est l'impact d'un mauvais NPS sur le churn, c'est-à-dire un client qui vous met un mauvais score NPS. Est-ce que ça augmente ma probabilité de churn? Est-ce que ça réduit ma probabilité de churn ou est-ce que ça n'a aucun impact sur mon churn? Donc ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Je vais voilà, vous laisser quelques secondes pour vous prêter au jeu et répondre à cette question-là. Il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs qui connaissent la réponse parce pour ceux qui nous suivent de façon attentive, on a déjà posté des choses sur LinkedIn à ce sujet, on en a déjà parlé sur notre blog, etc. Donc il y en a sans doute certains d'entre vous qui connaissent la réponse. Mais en tout cas, voilà, ça m'intéresse de savoir ce que spontanément vous allez répondre à cette question-là. Et vous voyez que je meuble un petit peu, le temps que tout le monde puisse répondre. Et je vais vous poser une deuxième question qui est sur le même principe. C'est quel est l'impact de la création de tickets au support sur le churn? C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'un client qui ouvre des tickets, ça a un impact positif? Est-ce que ça a un impact négatif? Ou est-ce que ça n'a
aucun impact finalement sur le churn. Voilà, donc un ticket ouvert, est-ce que ça va créer derrière, est-ce que ça va générer du churn ou pas? Donc voilà un peu les deux questions que je voulais vous poser avant d'analyser du coup les réponses et de vous expliquer du coup quel impact ça a derrière dans la façon d'approcher ce sujet-là. Je ne sais pas si vous voyez les réponses en réalité, donc je vais vous les donner. Donc vraiment, j'ai pas l'habitude d'utiliser le module sondage. Est-ce que sur le chat, juste, vous pouvez me dire si vous les voyez, les réponses? Non, vous les voyez pas? Ok, merci Natacha pour le retour. Donc, première question, quel est l'impact de la création de, pardon, quel est l'impact d'un mauvais NPS sur le churn? Vous êtes 66%, donc les deux tiers, à dire ça augmente la probabilité de churn. Vous êtes 29% à dire, donc un petit tiers, à dire que ça n'a aucun impact sur le churn. Et vous êtes 7% à dire que ça réduit la probabilité de churn. Alors, ça pourrait être très contre-intuitif, mais là, ce serait vraiment très, très contre-intuitif. Mais donc, en gros, voilà, la réponse qui est la plus donnée, et vous êtes deux tiers à la donner, c'est mauvais NPS égale ça augmente la probabilité de churn. Réponse, ça n'a aucun impact sur le churn. Il n'y a aucune corrélation entre les résultats que vous avez en termes de NPS et le churn. Ça paraît pas très intuitif comme ça, plutôt même assez contre-intuitif. C'est des chiffres qui viennent pas de nous, c'est des chiffres qui viennent d'une boîte US qui a fait ça sur des échantillons de données énormes, qui s'appelle ChurnRx, qui produit plein de contenus intéressants d'ailleurs, voilà, qui montre que, voilà, bah là vous voyez, hein, chaque ligne, qu'on ait 0, 1, 2, 3 ou 10 de NPS, la durée de vie d'un client derrière varie assez peu et en tout cas, il y a pas de, on voit pas de corrélation nette, même pas de corrélation du tout entre le NPS et le churn. Pourquoi? Il y a potentiellement plein de raisons. C'est pas l'objectif ici, mais peut-être que déjà il y a que ceux qui veulent vous répondre, qui vous répondent dans un NPS. Hein. Il y a 15% des gens globalement qui vous répondent, donc il faut extrapoler sur les 85% restants. C'est ceux qui veulent vous répondre. Ceux qui vous répondent, c'est peut-être ceux qui utilisent la plateforme, qui sont les opérationnels. C'est peut-être pas eux qui décident derrière de poursuivre un contrat ou pas. Donc il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, chiffre à l'appui, il est démontré qu'il n'y a pas de corrélation. Je vais rentrer sur le deuxième exemple et après, je vais vous dire du coup ce que j'en tire comme enseignement d'un point de vue scoring. La deuxième réponse, vous, ce que vous avez dit sur la création de tickets, c'est création de tickets, ça réduit la probabilité de churn. Vous avez dit ça à 49%, aucun impact 31%, et ça augmente la probabilité de churn 20%. Eh bien, bravo, parce que vous êtes une majorité à avoir dit que ça réduisait la probabilité de churn, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, toujours pareil, c'est ChurnRx qui avait sorti ces résultats-là. On voit, donc là, sur le graphique, ce que vous voyez, c'est la durée de vie médiane, d'un côté de ceux qui n'ont, des clients qui n'ont jamais ouvert de ticket, et de l'autre côté, ceux qui ont ouvert des tickets. Alors, on ne sait pas si c'est un peu, beaucoup, c'est ils ont ouvert des tickets. Donc d'un côté, les clients, entre guillemets, qui sont silencieux vis-à-vis du support, et de l'autre côté, ceux qui ont au moins une fois sollicité le support dans leur vie. Et en gros, on voit donc très clairement que la durée de vie médiane d'un client est beaucoup plus longue pour un client qui a ouvert des tickets que pour un client qui n'a jamais ouvert de ticket et qui est un client donc on pourrait appeler silencieux. Donc là, bien joué. Je ne sais pas si du coup vous étiez beaucoup à avoir vu ces résultats qu'on avait publiés aussi sur notre blog et sur LinkedIn. Mais en tout cas, bien joué, parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec des boîtes qui veulent mettre en place des scores de santé, il y a deux choses qui reviennent très, très souvent. Un, c'est je veux prendre mes enquêtes NPS pour faire en sorte que si j'ai un bon NPS, j'ai un bon Health score. Si j'ai des mauvais NPS, j'ai un mauvais Health score. OK, faut pas. Deuxième chose, c'est ah oui, mais si j'ai beaucoup de tickets au support, ben, probablement que c'est pas bon signe parce que mon client est pas content. Qui, voilà, donc vous n'êtes pas tombé dans le panneau, en tout cas, la moitié d'entre vous n'est pas tombé dans le panneau. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'un client qui vous sollicite pas, qui sollicite jamais votre support, qui vous demande rien,
c'est un client qui est dangereux et qui est un churner en puissance. Et ça, c'est pour vous montrer deux choses. C'est qu'en fait, il y a des idées reçues qui peuvent paraître très logiques, qui sont solidement ancrées dans les esprits des uns et des autres, alors pas forcément de tout le monde, mais en tout cas, on l'a vu là sur le NPS, où bon, globalement, vous êtes 2 sur 3 à être tombés dans le panneau, et voilà, et qui finalement ne s'avèrent pas justes. Et ça, c'est par là que je voulais commencer ce webinar pour attirer votre attention sur le fait que des fois, eh ben, on pense avoir des idées qui sont bonnes, qui paraissent logiques, et en réalité, qui s'avèrent être de mauvaises idées quand on met en place un score de santé. Donc tout ça, ça nous amène à la partie challenge. Et donc notamment, premier challenge, on vient de l'évoquer, c'est quand on met en place un score de santé et notamment un score de santé qui est basé sur des règles métiers, donc les fameux scores déterministes dont je parlais tout à l'heure, et ben le problème, c'est que en fait, vous manquez de recul sur ces données-là. Vous pouvez penser que c'est une bonne idée, sauf qu'en réalité, peut-être que c'est complètement l'inverse. Voilà. Typiquement, bah, je pense que beaucoup de tickets égale score de santé faible. Ben, peut-être pas du tout. Donc ça, c'est, je pense le contraire de ce que les chiffres me disent. Et après, il peut y avoir tout simplement le critère qu'on prend en compte, qui en fait n'est pas le critère déterminant. Et de l'autre côté, ben, le critère qui est en réalité déterminant, je l'oublie, je le laisse de côté, parce que je n'y ai pas pensé tout simplement. J'avais fait un peu ce webinar il y a 1 an, à peu près, avec une intro qui était un petit peu différente, où je racontais une anecdote, que j'avais entendue je ne sais plus où en gros une école qui formait des pilotes, pour être, dans l'armée de l'air et cetera, hem, avait, essayé d'analyser ce qui faisait qu'un pilote devenait un excellent pilote. Quelles données faisaient qu'un pilote était un excellent pilote? Et du coup, j'avais démarré par cette question. Et du coup, tout le monde dit, bah, j'en sais rien, une excellente vision, être très bon en maths avec une super condition physique, et cetera. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont vraies. Mais la réalité, c'était quoi? C'était que la question, c'était, est-ce que quand tu étais petit, tu jouais aux petits avions ou pas? Et en fait, c'était le fait qu'on dise: «Oui, je jouais aux petits avions», c'est-à-dire, en fait, je suis passionné par l'aviation depuis que je suis tout petit, qui faisait que, en fait, on pouvait presque enfin, on pouvait pas prédire qu'il serait pilote, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en gros, c'est le critère qui était le plus discriminant pour entre, un pilote moyen et un pilote excellent, c'était le critère qui était le plus discriminant et donc du coup, un critère pas du tout intuitif. Donc voilà, c'est juste, pour enfoncer le clou sur ça, c'est il y a des règles métiers, très bien, mais on peut manquer de recul sur ces règles métiers. Quand on a des équipes data qui sont prêtes à aller et qui ont du temps et dont c'est la mission d'aller cruncher les données, d'aller regarder ce qui s'est passé sur nos anciens churn, quels ont été les patterns récurrents, etc. Bien sûr, ça peut avoir du sens, mais en réalité, ça, c'est quelque chose qui est réservé à des boîtes qui ont peut-être plus de 200 salariés, qui ont déjà des équipes data qui sont construites, qui sont dédiées à ce genre de sujet et qui du coup ont assez de matière, assez de temps, assez de ressources pour déterminer quelles sont les bonnes règles métiers à mettre en place. Deuxième challenge, c'est que très souvent, quand on veut mettre en place un score de santé, on manque de data. C'est-à-dire que, ben, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, j'ai un petit peu de data sur mes échanges, mes comptes rendus avec mes clients qui sont dans mon CRM. Ben, la data sur mes tickets, ben, elle est dans Zendesk ou elle est dans Intercom. La donnée de qu'est-ce que fait mon client avec mon produit, soit je l'ai dans mon back-end, soit je l'ai dans un outil de BI ou un analytics quelconque. Et donc, bref, en fait, j'ai de la donnée dans 3, 4 outils différents. Donc, en fait, un des prérequis, c'est à un moment de ramener toute cette donnée-là au même endroit pour pouvoir construire des règles qui s'appuient sur ces données-là, mais il faut du coup que toutes les données soient au même endroit. Alors, bien sûr, une des solutions, c'est de mettre en place un outil de customer success comme Scaling. OK. Bon, l'idée, c'est pas juste de venir avec mes gros sabots pour vous raconter ça. Ça peut être fait d'autres façons. Ça peut être, vous pouvez construire un data mart en interne, c'est-à-dire votre propre base de données. Vous pouvez faire d'autres choses. Euh, bon, il y a quand même des limites. Il y a des choses qui peuvent se faire pour en ramasser
un peu plus que vous ne le faites actuellement au niveau du CRM, qui est votre CRM actuel. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Évidemment, s'il y en a une des trois que je vous conseille, vous avez bien une petite idée de laquelle, mais il y a plusieurs façons de le faire. Mais en tout cas, ça, c'est un prérequis, c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une partie des données, ça ne rime à rien de faire un score de santé juste sur un NPS. Voilà, on a expliqué pourquoi. Juste sur de l'interaction, ben, ce n'est pas suffisant, etc. On reparlera des critères juste après. Troisième challenge, c'est les critères sont assez figés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé des règles de gestion, encore une fois dans le modèle déterministe, qui est le modèle aujourd'hui le plus courant, mes règles, si ce n'est pas moi qui les fais évoluer, elles ne vont pas évoluer toutes seules. Ce que je veux dire, c'est que si mon produit change, j'ai des nouvelles fonctionnalités égale nouveaux usages, etc. Peut-être qu'avant, un client, je dis n'importe quoi, qui se connectait une fois par semaine, c'était OK parce que avec les features que j'avais à l'époque, c'était bien. Maintenant, avec la nouvelle feature que j'ai, s'il ne se connecte pas 3 fois par semaine, peut-être que c'est un sujet. Euh, Bref, pour faire évoluer un score de santé avec des règles de gestion, bah, il faut faire bouger les règles de gestion et donc il faut qu'il y ait des gens pour faire bouger ces règles de gestion. Première chose. Et la deuxième chose, sur ce côté relativement figé, c'est le côté notamment saisonnalité. C'est-à-dire que vous vendez une solution pour des retailers, si c'est utile au retail, juste avant les soldes, les gens vont s'exciter un peu avec votre plateforme, vont avoir plein d'usages, faire plein de trucs pour être prêts pour les soldes. Donc l'usage augmente. Donc tout le monde a un super score de santé. Et après les soldes, bah, ça y est, ils ont fini, ils sont tous rincés. Et du coup, les scores de santé de tout le monde s'écroulent parce que les usages s'écroulent. En fait, la réalité, c'est un petit peu différent. C'est qu'il y a eu un effet de saisonnalité. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qui finalement a, d'une part, progressé plus vite que les autres, mais surtout, potentiellement, qui est monté moins haut et qui est descendu plus vite que les autres. Et donc, tout ça, ces effets de relatifs, finalement, dans l'usage d'une plateforme, eh ben, c'est difficile de les adresser avec des règles de gestion. Donc, voilà pour le troisième challenge. Et puis, le quatrième challenge, c'est que si vous discutez avec n'importe quelle boîte qui a mis en place un score de santé, voilà, encore une fois, déterministe, avec des règles de gestion, en fait, ils vous disent, ben, on a fait un truc, au début, on a fait quelque chose d'assez simple, et puis, en fait, ben, hop, on a pris un churn. Puis on s'est aperçu qu'en fait, ce churn, ouais, on n'avait pas géré ce cas de figure. Donc, on a rajouté une règle de gestion dans notre score de santé. Puis on a pris un autre churn pour une autre raison qu'on n'avait pas non plus prévue. On l'a rajouté à notre score de santé, etc. Et en fait, du coup, il nous a fallu X churn pour arriver en fait à avoir un modèle qui soit un modèle opérant, fonctionnel. Voilà. Bah, la question, c'est OK, mais pendant combien de temps tu peux te permettre d'avoir un score de santé qui ne fonctionne pas? Combien de churn tu te laisses pour finalement avoir un score de santé qui soit opérationnel? Est-ce que 6 mois, c'est OK? Est-ce que 1 an, c'est OK? Ça, c'est une vraie question quand on met en place un score de santé. C'est OK, comment est-ce que je suis derrière que ce score de santé, il fonctionne et qu'il détecte bien mes churns et qu'il les détecte vite? Donc voilà un peu pour les challenges principaux que je voulais évoquer ici. Du coup, nous, notre approche et comment est-ce que, au-delà de notre approche, quelle est la façon dont on vous encourage, on va dire, à aborder ce sujet-là. La première chose, c'est, je vais commencer par une citation qui dit, voilà, sans donner, on est juste une personne de plus avec une opinion. C'est-à-dire, oui, je pense que, bah oui, c'est logique, un client avec un bon NPS, il est content, un client qui est content, c'est un client qui reste. OK, ben non. En fait, tant que tu as pas de données pour, étayer le propos, c'est une opinion et on l'a montré tout à l'heure. En l'occurrence, c'est une opinion qui est certes largement répandue, mais qui est une opinion qui est fausse. Donc, toujours partir de la donnée et faire des analyses, sur, vos données, sur, vos churn passés, si vous n'avez pas d'équipe data, eh ben, faites-le un petit peu plus simplement avec, voilà, où vous les reprenez, vous mettez la cause, un peu une espèce de grande cause, voilà, et puis derrière des sous-causes éventuellement. Vous pouvez travailler cette donnée-là dans Excel, faire des choses simples. Ce ne sera pas de la statistique, ça n'aura pas évidemment le même poids, la même valeur, mais partez de vos données, voilà, pour au maximum étayer le propos et être sûr que chaque critère que vous prenez en compte, vous savez pourquoi vous le prenez en compte. Ensuite, du coup, nous, ce qu'on
propose, hein, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, mais je vais passer rapidement là-dessus, c'est déjà, OK, il faut construire une vision 360. Cette vision 360, oui, vous pouvez la construire dans Scaling en connectant toutes vos sources, votre back-office, votre CRM, votre ticketing, etc. et avoir toutes vos données au même endroit qui sont du coup à disposition du scoring et qui vont pouvoir être étudiés. Encore une fois, si ce n'est pas dans notre plateforme, ça peut être une autre plateforme, ça peut être voilà, dans une base de données, ça peut être d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment le prérequis. Ensuite, nous, comment est-ce qu'on a choisi d'approcher le sujet? On l'a approché, je pense que vous l'avez compris, et puis pour ceux qui nous connaissent un tout petit peu, je pense que vous le savez, on a choisi d'adresser ce sujet par le prisme de l'IA, à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que nous, nos algos, ce qu'ils font, c'est qu'on leur a donner un certain nombre de critères qu'on leur demande d'analyser. Ok, je rentrerai dans le détail après des critères, mais de manière générale, sans parler de notre algo, qui sont intéressants pour nous à prendre en compte dans un score de santé. Et donc, en gros, on a dit, voilà, il faut que tu analyses ces critères-là. On ne sait pas pour le client X quelle valeur on attend, mais regarde pour le client X comment ça se passe, quelle est la moyenne sur ce KPI-là, quelle est la moyenne sur chacun de ces segments de clients, quels sont les écarts types, etc., pour arriver à déterminer en fait de façon automatique quels sont les clients qui sont de façon statistique très en dessous de cet indicateur et qui du coup font que le client est problématique sur cet indicateur ou à l'inverse qui se comporte très bien sur tel indicateur. Mais donc ça, c'est l'algo qui va comprendre automatiquement quels sont en gros les clients qui vont bien ou mal sur toute une catégorie d'indicateurs. Et évidemment, si le client va mal sur une série d'indicateurs, ça en fait derrière un client qui sera un client à risque. Deuxième chose, à partir de toutes ces données-là, on dit, bah, OK, le client, si on analyse son historique, il a fait 1, puis 2, puis 3. On sait qu'a priori, la prochaine fois, il fera 4. Évidemment, ça, c'est un exemple qui est hyper basique. S'il a fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, bon, on sait qu'a priori, il est sur une trajectoire qui est plutôt une trajectoire lisse. Mais en gros, l'idée, c'est d'analyser les données passées pour arriver à dire, OK, et ton client, dans 4 semaines, je sais te dire où il sera. Aujourd'hui, oui, il utilise encore la plateforme, mais à ce rythme-là, en fait, dans 4 semaines, il ne l'utilise plus. Donc, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir, parce que quand il ne l'utilisera plus, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué d'aller le récupérer. Et puis, la troisième chose, c'est le côté modèle auto-apprenant, c'est-à-dire que, OK, au fur et à mesure des churns, puisque le fait est que le churn continue à exister quand on est sur des modèles SaaS, même quand on a un score de santé, même quand on essaye d'agir de la façon la plus proactive possible, eh ben, quels sont les patterns qui se répètent, quels sont au final les critères qui s'avèrent être les plus concluants, etc. Et comment est-ce que je fais progresser mon modèle pour qu'il soit à chaque fois meilleur et qu'il se nourrisse finalement des comportements passés et des churns passés pour lui-même devenir de plus en plus pertinent. Donc nous, c'est comme ça qu'on approche le sujet. Voilà, donc s'il y en a qui veulent creuser, je serais ravi d'en discuter avec vous. Quels sont les critères qu'on prend en compte? Peut-être juste avant de rentrer là-dedans, je vais juste regarder, je vois qu'il y a 2 questions. Cyril qui dit pour le nombre de tickets, on ne le prend pas du tout en compte dans le calcul du NPS, du score de santé, je pense que tu voulais dire, ou alors on pourrait se dire que s'ils font des tickets, alors comme ils échangent avec nous, on pourrait considérer que cela fait gagner des points. Alors, c'est une bonne question sur le nombre de tickets. Du coup, effectivement, j'ai pris la question un peu tard, mais je l'avais pas vue avant. Nous, ce qu'on se dit, c'est que en fait, un ticket ou un mail, peu importe en fait que le client écrive à son CSM en lui envoyant un email ou qu'il écrive un ticket au support, c'est pas le canal qui fait que c'est risqué ou pas. C'est pas parce que j'écris au support que c'est risqué. Et ça paraît peut-être évident quand je le dis comme ça, mais croyez-moi, il y a beaucoup de scores de santé qui disent bah, si le support est sollicité, c'est qu'il y a un problème et que le client a des problèmes et qu'un client a un problème, c'est un client qui risque de churn. Nous, on a pris le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on utilise une techno, ça fait lien d'ailleurs avec ce que je vais évoquer là, qui est une techno d'analyse de sentiments, ça s'appelle comme ça, qui va analyser en fait les verbatims des conversations et qui en fait à partir des mots-clés, des mots utilisés, des tournures de phrases, etc., va être capable de scorer l'interaction et de dire si c'est une interaction qui est une interaction positive ou négative. Donc en fait, la réalité, c'est pas de savoir si le client a
ouvert X ou Y tickets sur la période. S'il n'a jamais ouvert de ticket, c'est un problème. On l'a vu tout à l'heure, chiffre à l'appui. Mais s'il a ouvert des tickets, s'il vous a contacté par mail, OK. Pourquoi est-ce qu'il vous a contacté? Est-ce qu'il vous contacte à chaque fois pour se plaindre parce qu'il y a des bugs, parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, ou que lui, il n'y arrive pas, et cetera? OK. Si c'est une succession d'interactions qui sont porteuses, pardon, de messages négatifs, là, ça a un impact négatif sur le score. En revanche, s'il vous écrit pour dire: «Hey, j'ai une question, j'ai pas compris comment on faisait ça», le support répond et le client répond, en disant: «OK, super, merci, vous avez été super réactif, ça m'a débloqué, génial». Bah, OK, en fait, ça, c'est positif. Donc l'idée, c'est d'extraire vraiment l'essence du message pour arriver à déterminer si, oui ou non, c'est quelque chose qui doit être considéré comme étant positif ou négatif. Donc pour moi, voilà, pour répondre plus rapidement à la question, c'est jamais une question de volume, c'est toujours une question de qu'est-ce qui se raconte là-dedans. Et Clara qui demande, même question que Cyril pour le NPS, on pourrait se dire qu'un client qui laisse un mauvais NPS vous donne un signal pour corriger le tir versus un client qui ne laisse aucun NPS, et donc ça améliore nos chances de renouveler. Alors, les chiffres, encore une fois, hein, ils ne viennent pas de moi, mais les chiffres semblent dire, et les chiffres sont têtus, qu'il n'y a pas de corrélation. Mon message, c'est pas de dire ne faites plus de NPS, ça sert à rien. Mon message, c'est les NPS, continuez à en faire, mais pas pour estimer la santé de vos clients. Les NPS, c'est utile parce que ça vous permet d'avoir du feedback client, que des fois, il y a des clients qui vous disent rien et puis qui se plaignent dans les enquêtes NPS, etc. Donc, des fois, il y a des langues qui se délient et ça permet de traiter le problème, donc potentiellement derrière d'être plus efficace. Et effectivement, tu as raison, ça augmente tes chances de renouveler. Euh, Ça peut être aussi un baromètre, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un NPS de X, bah, l'année prochaine, en fonction de tout ce que tu as fait, et cetera, est-ce que tu es toujours à X? Est-ce que tu es au-dessus? Est-ce que tu es en dessous? Donc, c'est intéressant pour voir si globalement tes clients sont plus ou moins satisfaits. Voilà, mon seul message, c'est de dire, euh, c'est pas a priori utile de le mettre en place dans un score de santé, mais ça reste tout à fait utile de mettre en place des enquêtes NPS, euh, au moins pour les deux raisons que j'évoquais. Euh, du coup, si je reprends donc les critères à prendre en compte, pour nous, il y a 4 catégories de critères que je vais vous montrer. Une première catégorie qui est liée aux interactions, c'est-à-dire dans les interactions, on en parlait, est-ce que vous maintenez le lien? Est-ce que c'est un client qui vous parle? On n'est pas obligé de se parler toutes les semaines, c'est pas pareil, c'est pas parce qu'on se parle le plus souvent possible que ça se passe le mieux, mais voilà, est-ce que juste j'ai gardé le contact avec ce client, que ce soit via le support ou avec le CSM ou tout autre moyen de contact. Euh, Deuxième question qui est importante, c'est quel est mon reach au sein d'un compte? C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'avoir des contacts réguliers avec un client, mais je ne parle que à l'opérationnel, au chef de projet, etc. J'ai rien contre eux, mais c'est pas eux qui signent les bons de commande jusqu'à preuve du contraire. Et donc, lui peut être très content, satisfait de la solution, etc. Mais le décisionnaire, lui, euh, est au courant de rien, voit pas la valeur, etc. Et puis, il y a aussi un phénomène, c'est mon champion, le jour où il part, s'il y a qu'à lui que je parlais, bah, globalement, il faut que je recommence tout à zéro, j'ai plus d'interlocuteurs. Dans le meilleur des cas, il m'a fait une mise en relation, mais il faut quand même que je reconstruise quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui sont utiles à regarder quand on construit un score de santé, que nous, on prend en compte dans nos modèles de scoring. C'est, voilà, quel est le reach que j'ai au sein du compte? Est-ce que je dépends d'un interlocuteur ou est-ce que j'ai plusieurs relais? Est-ce que je parle au moins de temps en temps, mais pareil, est-ce que j'ai maintenu le contact avec le décisionnaire? Très souvent, en Customer Success, on a tendance à se détacher progressivement du décisionnaire. Pas que pour de bonnes raisons. Voilà, on est très proche des opérationnels. Les opérationnels nous adorent très souvent. Et le décisionnaire, on se dit, ouais, non, mais c'est pour les account managers quand on en a, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pour les sales, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et le fait de pas avoir ça, c'est quelque chose qui est un signal à prendre en considération. Et après, il y a d'autres signaux qui sont des signaux. Alors, je crois que c'est Clara qui disait ça tout à l'heure. On pourrait se dire que finalement, un client qui répond à un NPS, c'est un client qui réagit au moins à des sollicitations. C'est pareil pour vos emails. Si vous courez derrière votre client, vous lui envoyez des emails, mais il ne répond pas, bah, globalement, ça, c'est un impact plutôt négatif. Surtout si c'est avant un client qui avait l'habitude de vous répondre.
on voit que finalement, ce que le customer success a à lui raconter, ça a l'air de l'intéresser de moins en moins. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et le dernier point, est-ce que pardon, je la refais, est-ce que les échanges se passent bien? Ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie analyse de sentiments, pour répondre à la question de Cyril. Et donc, pour répondre à Cyril qui pose c'est le même Cyril, oui, c'est le même Cyril, qui repose une question. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte le reach dans le score de santé? Ça peut être des règles très simples. C'est le nombre d'interlocuteurs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un interlocuteur? Est-ce que j'en ai je te dis n'importe quoi, entre 2 et 4, ou est-ce que j'en ai plus de 4, par exemple? À voir selon les contextes, selon les business. Donc, si on ne veut pas monter une usine à gaz, ça peut être quelque chose comme ça, sans que ce soit une analyse algorithmique comme nous on va le faire, etc. Mais ça peut être juste ça. C'est est-ce que j'ai un interlocuteur? Est-ce que j'en ai plus que un à qui je parle régulièrement? Est-ce que j'en ai beaucoup plus? Ça peut être juste quelque chose comme ça, par exemple. Donc ça, c'est pour les interactions. Donc, première catégorie de critères à prendre en compte, évidemment. Deuxième catégorie de critères, les usages. Je pense que vous l'avez en tête. C'est est-ce que votre client, il utilise votre produit régulièrement ou pas? Est-ce qu'il utilise votre produit de plus en plus souvent? Ah, il l'utilisait juste après l'onboarding, il était au taquet, il venait tout le temps, etc. Et puis, au fil des semaines, il vient un peu moins, un peu moins, un peu moins. Il continue à venir, mais il est sur un trend qui est un trend négatif. Ça, c'est des choses qui sont à analyser. Nous, dans nos modèles, on les analyse de deux façons différentes. Il y a un côté qui va être l'analyse comparative des clients, j'en parlais tout à l'heure. En moyenne, les clients d'une boîte se connectent tous les 2 jours. OK. Celui qui se connecte tous les 15 jours, a priori, il a un déficit d'usage. OK. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est l'analyse comparative. La deuxième chose, c'est analyser les trajectoires de ses clients. C'est-à-dire que il se connectait au début tous les 3 jours, puis tous les 4 jours, puis une fois par semaine, puis maintenant c'est toutes les 2 semaines. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est ben OK, lui, il est en train de s'effondrer. Ça se voit pas tout de suite, hein, sur les radars, ça, si on l'analyse pas, parce qu'en fait, il est toujours actif, il a toujours des connexions, mais ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et après, quand vous avez la possibilité de rentrer dans ce niveau de détail, c'est OK, est-ce que le client, quand il vient sur mon produit, est-ce qu'il reste longtemps? Est-ce qu'il utilise toutes les features qui sont à sa disposition ou est-ce qu'il a un usage qui est un usage plutôt basique? Il vient, il consulte un dashboard, il s'en va. Euh, Est-ce que vous avez probablement déterminé des fonctionnalités qui sont plus porteuses de valeur que d'autres? Est-ce qu'il utilise ces fonctionnalités-là, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à analyser au niveau des usages. Encore une fois, ça, c'est des choses qui sont à analyser, à mon sens, de façon relative. C'est-à-dire qu'il faut analyser par rapport aux autres, il faut analyser par rapport à une période de temps, comment les comportements évoluent, etc. Parce que, encore une fois, si j'ai un score qui est un score déterministe, j'ai dit, ben voilà, moi, un client, je veux que mon score baisse s'il n'a pas utilisé ma plateforme pendant 15 jours. Ok, très bien. Et du coup, celui qui utilisait au début tous les 2 jours, puis qui petit à petit baisse, 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 en fait, potentiellement, il n'est pas dans mes radars pendant 4 semaines. Sauf que pendant 4 semaines, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Donc, si je veux l'avoir dans mes radars, il faut que je vois le sujet à travers un autre prisme. Quatrième catégorie, je dirais pas, on a parlé des deux principales, qui pour moi est plus cette troisième, une catégorie un peu accessoire, en tout cas qui pas ouais, qui doit pas avoir le plus de poids dans le score de santé. C'est ce qui se rapporte au contrat. Bon, bien sûr, il y a la question de est-ce que mon client est engagé sur du long terme ou pas. Oui, s'il est engagé sur du long terme, a priori, c'est plutôt mieux. Bon, après, l'histoire montre quand même qu'un client, y compris quand il est engagé, quand il veut se désengager, etc., c'est pas complètement impossible qu'il le fasse. Ce qui est plus important sur cette partie contractuelle, à mon sens, c'est est-ce que c'est un client qui a pris de la valeur depuis qu'il est client chez vous? Euh, il y a d'autres stats que je ne vous ai pas montré qui montrent que un client qui upsell, et ça paraît pour le coup assez logique, un client qui upsell, c'est un client qui reste plus longtemps. Un client qui n'upsell jamais, c'est un client qui churn. Euh, donc, est-ce que c'est un client qui justement a plutôt
est resté flat en termes de MRR? Est-ce qu'éventuellement, il a même réduit la voilure? Ou est-ce que c'est un client qui, chaque année, grossit sa base utilisateur, active des features premium, et cetera, et donc paye de plus en plus? Donc ça, c'est un critère qui est également important. Et quatrième critère, c'est le seul qui n'est pas de la data pure et dure, c'est ce que nous, on appelle le CS Impulse. En fait, très souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont presque que ça. C'est votre feeling à vous sur la santé d'un client. Et ça, c'est pas parce qu'on a toutes les datas à côté que c'est plus important d'avoir le CS Impulse. Parce que le CSM, il sait des choses. Il sait potentiellement que son champion va partir avant qu'on le constate, parce que son champion lui a dit 2 mois avant son départ. Il sait si son client peut-être a des difficultés de trésor. Il sait comment la solution est perçue en interne. Bref, lui, il a tout le côté impalpable qu'on n'a pas à travers les 3 catégories de métriques précédentes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment ces 4 catégories de critères et de combiner ces 4 catégories de critères pour en faire un score de santé qui soit réellement pertinent. Tout ça, c'est des choses qui sont intégrées, nous, dans notre algo, mais il manque une 5e catégorie que je n'ai pas évoquée là, qui est les métriques business. On parle tout le temps customer success de valeur, etc. OK, très bien. La valeur, à un moment, il faut quand même que ça se mesure. Et c'est OK, au final, est-ce que ma solution, elle fait gagner du temps à mon client si c'était ça son objectif et si c'est ce que me propose ma solution? Est-ce qu'il y a un ROI derrière? Je prends un exemple tout simple. J'ai un outil de sales automation qui sert à mon équipe, qui sert aux équipes commerciales pour prospecter en mode automatique. Tous les jours, les sales, ils vont dedans, ils sont connectés, c'est formidable, etc. Ils lancent des séquences à gogo. OK, usage parfait, très bien. OK, ils génèrent pas de lead, les gens répondent pas à leurs messages, il y a zéro ROI, ils n'arrivent pas à booker de meeting derrière. Ah, il y a un moment, il y aura quand même un problème. Ils ont beau vous adorer, ils ont beau être tous les jours sur la plateforme, s'ils ne tirent pas de résultats de votre plateforme, ça va être compliqué. Donc ça se prête plus ou moins aux différents types de SaaS que vous-même vous commercialisez ou vous défendez ou vous représentez. Mais voilà, il y a cette notion de résultat, si on peut la prendre en compte, qui va être intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a du ROI? Est-ce qu'il génère des leads? Est-ce qu'il gagne du temps? Est-ce qu'il consomme des crédits? Etc. etc. Donc voilà, pour moi, quelles sont les 5 grandes catégories de critères à prendre en compte. Si vous commencez à mettre en place un score de santé, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, mais en tout cas, voilà un peu les indicateurs qu'on vous préconise. Et puis, simplement pour terminer, synthétiser ce que je disais, je pense que vous l'avez compris, il y a 2 approches, déterministes, algorithmiques. Je vais essayer de synthétiser tout ça. Et puis, je vais peut-être répondre à la question de Marion. Hello Marion. Juste avant. Est-ce que ça a du sens, selon toi, d'avoir un health score uniquement basé sur le CS Impulse ou sans les autres prismes, c'est inutile de mettre en place un score? Honnêtement, pour moi, c'est pas du tout suffisant. En fait, le CS Impulse, euh, il y a plein de biais, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de choses que le CSM ne maîtrise pas forcément. Il y a plein de zones d'ombre. Alors, plus ou moins selon les business, c'est peut-être un peu moins vrai quand on est sur de l'ultra high touch et qu'on a un portefeuille avec 10 clients, qu'on connaît tous ces clients, les prénoms des enfants, etc. Là, c'est peut-être un petit peu différent. Mais dès qu'on a un portefeuille avec un tout petit peu de volume déjà, voilà, à partir de 30-40 clients, on commence à plus maîtriser toutes les zones d'ombre. Et donc, pour moi, le CS Sample, est pas suffisant. Ça peut être un point de départ, mais ça doit être combiné à d'autres choses. Et pour moi, à minima, il faut regarder des stats qui sont liées à l'usage aussi. Quitte à ce que dans un premier temps, vous avanciez ces stats dans un tableau Excel et que vous alliez mettre à jour ces stats sur est-ce qu'il se connecte, oui, non, ou combien j'ai eu de connexions sur les 30 derniers jours, et ça vient mouliner un score très, très simple dans un Excel, c'est possible. Pour moi, c'est à Samples, pas suffisant.
Hem et donc, en synthèse, voilà, pour, essayer de récapituler un peu les avantages et les inconvénients des 2 méthodes. Hem, D'un côté, si je prends l'approche déterministe, donc qui est l'approche plutôt classique des acteurs, historiques ou des CRM, traditionnels, donc voilà. Donc ça, c'est l'approche que vous verrez chez, HubSpot côté CRM, chez, Planat, chez ChurnZero pour, des plateformes Customer Success et d'ailleurs chez beaucoup de plateformes Customer Success, c'est cette approche-là. Hem, Gros avantage de ces méthodes-là, c'est que je maîtrise exactement mes indicateurs. C'est moi, bah, par définition, qui ai choisi les indicateurs que je voulais mettre en place. Donc, en gros, si à un moment j'ai un client qui est en bonne santé ou en mauvaise santé, je comprends précisément pourquoi, puisque c'est moi qui ai mis les règles. Donc, j'ai pas de surprise par rapport à ça. Euh, les côtés plutôt négatifs sur ça, bah, c'est qu'on part, bah, comme je vous disais, hein, c'est la démonstration que je voulais faire en début de webinaire. On peut partir sur des a priori qui sont plus ou moins pertinents. Des fois, on peut être un peu dans les choux, on peut oublier des choses, on peut mettre des choses dans le score qui en fait ne servent à rien. Donc voilà, globalement, pour les inconvénients. Et après, voilà, ce que je disais, souvent on est obligé d'itérer plusieurs fois, d'avoir des personnes qui sont derrière pour faire évoluer le score, s'assurer qu'il est toujours à jour, etc. Ça, c'est la première approche, donc avec ses avantages, ses inconvénients. La deuxième approche qui est plutôt, je pense que vous l'aurez compris, celle de Scaling, qui est une approche algorithmique. On n'est pas les seuls à faire ça, hein. Il y a d'autres acteurs qui sont, voilà, Hook, Chan 360, etc., qui ont aussi cette approche. Où là, alors, l'inconvénient qu'on va avoir, si on veut être tout à fait objectif, c'est que, bah, comme à un moment, il y a un algo, même si l'objectif, c'est de vous restituer un maximum d'informations et de compréhension, peut y avoir un souci de: mais je comprends pas exactement pourquoi mon client, il est là. Moi, j'aurais pas mis ça». Et voilà, donc peut y avoir, un petit sujet derrière dans l'interprétation, l'analyse, voilà, où, soit on se dit: «Bah, OK, je fais confiance à l'algo», soit on se dit: «Bah, j'essaye de comprendre» et quand j'essaye de comprendre, des fois, peut-être que je peux, avoir le sentiment de manquer d'input par rapport à ça. Donc évidemment, c'est un sujet, sur lequel on cherche à s'améliorer, à donner de la visibilité. Mais voilà, si on veut être factuel, ça peut être ça le petit point négatif. Par contre, dans les points positifs, bah, je peux analyser beaucoup de volume de données sans a priori. C'est l'algo qui va trier finalement ce qui est pertinent de ce qui l'est pas, qui va voir, bah, OK, sur où positionner les curseurs de façon statistique, de façon mathématique, et pas juste au jugé d'un CSM ou d'un product manager qui cherche à mettre en place un score de santé. Là, c'est la data qui parle, c'est la data qui est analysée, etc. Donc, je peux analyser des volumes de données importants. Gros avantage, c'est que je vais avoir des résultats pertinents plus rapidement. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est voilà, qu'il faut à peu près 3 semaines de données pour commencer à avoir un score de santé qui soit significatif et qui soit pertinent. Ensuite, il y a le côté effectivement, où, l'algo s'adapte automatiquement aux évolutions. C'est-à-dire que j'ai un effet saisonnier, dans le retail, par exemple, où on a des clients qui sont dans, l'agtech, donc des solutions pour, les agriculteurs, des fermes, ce genre de choses, où il y a des gros effets de saisonnalité aussi. Et ben, quand on est sur un algo, en fait, ça va vachement atténuer ces effets-là. Ça va pas les faire disparaître complètement. Mais même dans des métiers non saisonniers, juste les effets vacances. Comment je fais pour que tous mes clients aient pas un score complètement, mauvais quand ils partent en vacances au mois d'août? Et ben, il y a un moment, il faut arriver, et ça, il y a que des algos qui peuvent arriver à le faire, arriver à lisser l'effet vacances, dans mon score de santé. Voilà. Et puis, bah, il y a le côté effectivement prédictif. Voilà, quand on est sur du déterministe, on est vraiment que sur l'analyse de ce qui s'est passé. Quand on est sur de l'algorithmique, on regarde ça pour prédire le comportement futur. Donc on est plus précis là-dedans. Et puis, voilà, donc même si notre ADN, nous, c'est effectivement d'être plutôt sur une approche algo, l'idée, c'est de pouvoir combiner ça et de pouvoir, bah, notamment, injecter des métriques, business, comme on l'évoquait, tout à l'heure, venir injecter une logique de ROI, de nombre de leads générés, etc. Et donc pouvoir, en plus des critères qui sont pris nativement en compte dans le score de santé, intégrer des critères spécifiques. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vois que Cyril pose une question. Et dans Scaling, quand on construit le calcul du GHS, donc c'est quoi le GHS?
G, c'était pourquoi? C'était Customer Health Score peut-être? Bon, on le fait à la fois sur une approche déterministe et algorithmique, où l'IA est déjà suffisante pour donner, voilà, du coup, j'ai répondu à la question avant de l'avoir. De base, l'algo, dans la plupart des cas, est suffisant pour arriver à avoir un score de santé qui soit pertinent. Voilà. Je ne sais pas si je devais donner un chiffre, je pense dans 80% des cas, ça suffit. Après, il y a des cas particuliers qui vont nécessiter de prendre en compte d'autres données à travers donc, les données business que j'évoquais tout à l'heure. Et même pour ceux pour lesquels ce n'est pas nécessaire, ça peut permettre d'avoir une petite couche de raffinement supplémentaire, de sophistication supplémentaire et tout simplement être plus précis dans le score de santé. Donc, il n'y a pas de réponse exacte et universelle à ce que tu dis, mais généralement, l'IA fait déjà une grosse partie du job à elle toute seule. Elias qui demande 3 semaines d'historique restent suffisantes, même s'il n'y a pas eu de churn durant ce créneau-là. Oui, je ne suis pas rentré dans le détail, mais en gros, nous, il y a toute une partie où quand on va charger de la donnée, on charge de la donnée historique. C'est-à-dire que concrètement, tu branches ta solution de ticketing sur Scaling, tu branches ta boîte mail sur Scaling, on va tout de suite aller récupérer 2 ans d'historique. Donc, on récupère tout un tas de données. Donc, en réalité, on n'a pas que 3 semaines de données, mais généralement, ce qu'on va avoir derrière, c'est qu'on va avoir très souvent les données de tracking. C'est sur celles-là qu'on ne peut pas récupérer d'historique. Ça dépend des setups des clients. Mais s'ils n'ont pas eux-mêmes stocké cette donnée-là en base de données, on commence à créer et à générer de la donnée au moment où on met en place la plateforme. Et donc, c'est sur ça qu'on a besoin d'avoir 2-3 semaines de data pour que, combiné avec les 2 ans d'historique d'interaction qu'on a, ça commence à vouloir dire quelque chose et qu'on commence à être assez significatif sur le score de santé. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Le churn, c'est plus dans une optique long terme où comment l'algo auto-apprend et s'affine au fil du temps. Mais ça, c'est une logique long terme. La logique court terme, c'est déjà utiliser toutes les données qu'on a à disposition à travers l'analyse comparative que j'évoquais tout à l'heure, etc. Clara, est-ce que c'est pertinent d'objectiver des CSM sur le score de santé de leurs clients? C'est une très bonne question. Ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que je sais qu'on a des clients qui font ça. Ce ne serait pas ma reco. Ce serait pas ma reco. J'explique pourquoi. C'est que pour moi, le CSM, il ne doit pas avoir intérêt à venir noter un meeting en disant que tout s'est bien passé et en utilisant des mots-clés formidables dans ses comptes rendus pour que l'IA le note bien. Et voilà. Au final, ce qu'on veut, c'est quand même avoir quelque chose qui soit représentatif de la santé des clients. C'est pas le CSM qu'on cherche à noter quand on fait un score de santé. Donc, ensuite, j'en sais rien. Il y a un moment, si c'est le même CSM qui se retrouve toujours avec les clients qui churn, qui a toujours des clients qui ont des scores de santé qui sont mauvais, etc. Bon, peut-être qu'à un moment, il faut se poser des questions sur le CSM en question. Mais pour moi, en première approche, je dirais plutôt non, pas objectiver le CSM par rapport à ça. Voilà, c'est un point de vue personnel. Je sais que certains le font. Jessica qui demande le score de santé sur combien? 5, 10, 100, comme tu veux. Dans Scaling, c'est sur de 1 à 10. Plus tu es proche de 10, mieux c'est. Plus tu es proche de 1, plus tu as un risque de churn. Il y a des plateformes qui le font avec un grade de 1 à 3, juste avec une colorimétrie. Je pense qu'il y en a qui le font jusqu'à 100. En fait, en réalité, c'est pas très important ça. La question que tu peux te poser, c'est si tu le mets en place, c'est est-ce que tu sais mettre en place finalement, ou est-ce que tu veux mettre en place des plans d'action et à partir de quel niveau? Tu vois, si tu as un score de 1 à 100, ok, mais est-ce que tu fais quelque chose de différent entre celui qui est scoré 92 et celui qui est scoré 93? Et entre celui qui est noté 21 et celui qui est noté 23? Peut-être pas. Donc en fait, à mon avis, il faut quand même réduire le nombre de classes. Nous, on a un score de 1 à 10 avec 3 classes. En gros, c'est ça va bien, le ventre mou, c'est mitigé, et ça va pas bien. 3 classes, de façon assez logique, vert, jaune, rouge. Donc, on a un score de 1 à 10 pour avoir la précision, et on a 3 classes
En gros, voilà, si tu n'es plus dans le vert, tu sais que ça commence à être tangent. Si tu es dans le rouge, a priori, il faut quand même, c'est quand même que tu as un client problématique. Donc, pour moi, le nombre de classes et la granularité de ton score, c'est OK, quelle capacité derrière tu as à nuancer les actions que tu prends. Si tu n'as pas de capacité à nuancer, tu peux avoir un score qui va de 1 à 3, c'est suffisant. Elias qui demande, Scaling n'aura accès que aux emails synchronisés sur le CRM ou directement à la boîte mail des différents CSM individuellement? Oui, les deux, mon capitaine. Donc, en gros, les CSM, quand ils utilisent The Scaling, ils vont, eux, connecter leur boîte mail. Donc, on va avoir accès à leur boîte mail. Et en gros, nous, les mails, on va les synchroniser que quand il y a un match entre, oui, c'est un CSM qui échange avec un contact qui est connu dans Scaling. Si c'est le cas, on prend. Sinon, on rejette. En gros, tu es en train d'envoyer, tu envoies un mail perso à quelqu'un qui n'est pas un client. Très bien, ça n'arrivera jamais dans Scaling. Donc, uniquement s'il y a un match entre le CSM et son client. Et voilà. Et on récupère aussi toutes les données qui sont issues du CRM, donc notamment des échanges, des comptes rendus, des mails que les sales, par exemple, ont envoyés aux clients en avant-vente. Donc, comme ça, directement, quand on récupère le client, on récupère aussi tout le contexte. On sait ce qui s'est échangé. Si le sales a fait correctement son handover et a bien rempli la fiche où il doit répondre aux différents points, etc., sait-on jamais, ça peut arriver. Et ben, on retrouve tout ça côté Scaling. Donc voilà pour répondre à ta question. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos questions. Jennifer, je vais en prendre une dernière et puis après, je vais vous libérer puisque vous devez avoir aussi des obligations à 15 heures. Jennifer qui dit dans une solution qui s'apparente à un nice to have plutôt qu'un must have, comment gérer des critères exogènes à la relation client, type santé économique du marché, de l'entreprise? Écoute, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas si je vois le lien entre le côté nice to have, must have et la question qui est posée, qui, en fait, pour moi, sont deux sujets différents, mais c'est une. Peut-être. Toi, ce que tu veux dire, c'est que ta solution peut-être est perçue comme un nice to have et que du coup, quand le marché se dégrade, on a tendance à faire sauter ce genre de solution. C'est ça, peut-être que tu. Ok, je pense que c'est ça que tu voulais dire. J'ai mis un peu de temps à percuter. Comment est-ce qu'on gère des critères exogènes, type santé économique, etc. C'est une bonne question. Nous, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, c'est le genre de truc qui aurait plutôt tendance à venir dans le CSM Pulse. C'est-à-dire, si je sais que la boîte a des soucis, je sais qu'il ne peut pas avoir un CSM Pulse supérieur à 3 sur 5, par exemple. Après, il y a si par exemple vous voulez construire en interne, et nous c'est un truc qu'on envisage de mettre en place dans la plateforme mais qu'on n'a pas encore fait, il y a des API de santé financière qui existent. Je ne sais plus exactement, mais genre, imaginez des organismes comme société.com qui font, eux, qui scorent des sociétés sur leur santé financière, sur les bilans d'entreprise, etc. Et en fait, c'est des API alors, qui sont payantes, hein, ce n'est pas de l'open source. Mais du coup, nous, ça, c'est des trucs qu'on voudrait intégrer à notre scoring aussi pour dire, bah, OK, en fait, globalement, très bien, le client, il est content, il a un ROI, il a machin, etc. Bon, encore que s'il a un ROI, ça se discute. Mais si la boîte est plus en capacité de payer, ça se finira par un churn. Donc, il y a des API qui existent. Si tu regardes un peu sur Google, tu en trouveras si tu veux si vous voulez faire un truc en interne. Et voilà, et nous, c'est un truc qu'on envisage un jour de faire, mais c'est pas encore au menu de 2025. Eh bien, écoutez, il est 15 heures pile. Merci beaucoup à tous d'être restés jusque-là. Je vois que vous êtes restés presque aussi nombreux tout au long du webinaire, donc c'est plutôt bon signe. S'il y en a qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site ou à flasher le code qui apparaît là sur vos écrans. Voilà, si vous avez des questions, si c'est un sujet qui est en cours, etc. On sera un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup. Et puis on à un prochain webinaire. Et bon après-midi à tous. Au revoir.